Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et de ce qu'il produit en matière d'égalité, de responsabilité et de pouvoir. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes engagées, Catherine Nadouce, bonjour, cofondatrice du cercle Interrel et du collectif Ensemble contre le sexisme et ex-coprésidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité, qui a publié le rapport consacré à la place des femmes dans l'encadrement sportif. Et Patricia Costantini, bonjour, membre cofondatrice et coprésidente de l'association Égal Sport, ancienne directrice technique nationale et ancienne responsable du sport de haut niveau au ministère chargé des sports. Mais avant d'ouvrir la conversation, comme chaque semaine, mon édito, et aujourd'hui, je vous propose de nous engager pour un sport qui protège. Le sport se raconte souvent comme un monde à part, un monde de mérite, d'effort et de dépassement de soi. Un monde qui forme les corps et les caractères, qui transmet des valeurs et qui construit du collectif. Et effectivement, tout cela est vrai. Mais le sport, c'est aussi un système de pouvoir profondément hiérarchisé, pouvoir sur les corps, les trajectoires, l'avenir, la légitimité, et un monde dans lequel le silence a longtemps été une condition de la réussite. La carrière d'une ou d'un athlète dépend souvent d'un nombre très restreint de personnes. Dans cet environnement, la loyauté est valorisée, la contestation disqualifiée et le silence une condition implicite de la réussite. Et c'est bien dans ce cadre que les violences s'installent et durent. Car lorsque le pouvoir est concentré, peu contrôlé, et que parler peut mettre fin à une carrière, les violences ne relèvent pas de la marginalité, elles deviennent systémiques. En 2025, la cellule nationale de signalement des violences dans le sport a transmis 327 signalements en enquête administrative, plus de 40% par rapport à 2024. Regardons les chiffres. Sur les 537 personnes mises en cause, 90% sont des hommes. Dans 3/4 des cas, il s'agit d'éducateurs sportifs, souvent bénévoles. Dans 16% des cas, de dirigeants. Les faits signalés concernent majoritairement des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des violences psychologiques, des mécanismes d'emprise et des humiliations répétées. Les victimes sont à 69% des femmes, 65% étaient mineurs et un tiers avaient moins de 15 ans. Dans ce contexte, la question de la gouvernance devient centrale. En France, seules 2 fédérations olympiques sur 36 sont présidées par des femmes et à peine une vingtaine sur plus de 100 dans toutes les fédérations sportives confondues. Cette sous-représentation des femmes dans la direction des sports est bien structurelle. Et cela malgré la loi du 2 mars 2022 qui impose la parité dans les instances dirigeantes pour toute élection postérieure au 1er janvier 2024. À l'international, la situation reste comparable. Au sein des fédérations olympiques d'été, 19 sur 32 atteignent péniblement 25% de femmes dans leur exécutif. Alors cette non-féminisation des instances continue de peser évidemment sur les priorités, les arbitrages et la manière dont les violences sont traitées ou minimisées. Et ces défaillances, on peut le dire, ne sont pas seulement celles du monde sportif, elles engagent aussi la responsabilité de l'État. Car le sport est un secteur délégataire, il est financé, agréé, encadré par la puissance publique. Or, pendant des années, le contrôle est resté insuffisant et les alertes traitées tardivement. L'État a laissé les fédérations s'autoréguler alors que les mécanismes d'emprise et de silence étaient connus. Et bien sûr, cette carence institutionnelle a évidemment un coût direct pour les victimes, car signaler ne signifie pas être protégé. Et trop souvent, la prise de parole conduit à l'isolement et à la mise à l'écart, voire à l'interruption d'une carrière. Alors le sport ne peut être un réel espace d'émancipation que s'il devient durablement un espace sûr. Cela suppose des choix clairs, une gouvernance réellement paritaire, des formations obligatoires, peut-être des contrôles indépendants et une écoute des victimes qui ne soit plus conditionnée à la réputation des institutions. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Catherine Nadouce et à Patricia Costantini. Alors Catherine, en tant que coprésidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité, vous avez contribué très largement au rapport consacré à la place des femmes dans l'encadrement sportif. Moi, j'ai envie de vous demander si vous deviez en retenir 2 ou 3 enseignements majeurs, ce seraient lesquels ?
Bien, écoutez, le premier enseignement, c'est qu'on retrouve de toute façon les mêmes mécanismes d'invisibilisation des femmes, les mêmes mécanismes d'exclusion, de sexisme. Vous avez parlé dans votre édito, en effet, des violences. Mais je dirais peut-être à un niveau XXL. Il y a réellement un retard, en fait, dans le sport, dans le secteur du sport. Nous avons, avec mes collègues de la commission parité, que je voudrais citer, Benoît Parère, Véronique Rioton et Grégoire Quelin, auditionner un peu tout l'écosystème sportif. Et en fait, ce qu'il apparaît, c'est que, regardez, même la loi dont vous avez parlé de 2022, elle est arrivée 20 ans après les premières lois sur la parité. Donc, que ce soit en matière législative, que ce soit en matière aussi de l'éducation, la lutte contre le sexisme, le MeToo sportif est arrivé bien après, je dirais, d'autres MeToo dans d'autres secteurs. Le résultat, c'est qu'il y a un retard, et un retard qui est assumé, et du moins, il y a une prise de conscience forte. Donc là, le bon côté de ce rapport, c'est de voir que, en fait, que ce soit les dirigeants, que ce soit les sportifs et les sportives engagés, justement, comme des associations comme celle de Patricia Constantini, en fait, se rendent compte de ce retard, et donc il y a des moyens. Et nous, dans ce rapport, nous avons 40 recommandations pour justement pouvoir insuffler cette culture de l'égalité, pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles, et surtout créer des conditions favorables, en fait, pour les femmes. Parce que vous avez cité quelques chiffres, moi je voudrais en donner un, c'est 13% de femmes qui étaient donc dans l'encadrement technique lors des JO. Alors on se glorifiait d'avoir pour la première fois en France en 2024 les JO paritaires, mais il faut savoir qu'à Tokyo il y avait 13% de femmes dans l'encadrement, les entraîneurs, et à Paris c'est pareil, on est toujours à 13%. Et d'ailleurs c'est l'angle de notre rapport, puisque l'angle mort c'est l'encadrement sportif, et comment faire en sorte qu'on puisse donner envie aux filles de faire ces métiers-là, après aux sportifs de se reconvertir dans ces métiers-là, et que surtout le système sportif puisse les accueillir et accepter, au-delà de la loi en fait, accepter qu'elles prennent des responsabilités. Et c'est le même problème que dans les autres secteurs. Alors Patricia, vous avez occupé des fonctions clés dans l'encadrement et la direction sportive. C'est un parcours très intéressant parce qu'il est à la fois opérationnel et institutionnel. Vous avez vu de l'intérieur un système, on va dire, très masculin, on n'a pas peur de le dire, vertical et concentré. Alors, est-ce que mettre des femmes dans les instances, c'est suffisant pour changer la culture du pouvoir dans le sport ? C'est une condition absolument nécessaire déjà, parce que on va pas pouvoir parler des problématiques des femmes quand on est un homme. Il y a que les femmes qui savent exactement quels sont les problèmes qu'elles rencontrent dans leur pratique sportive. Déjà, première chose. Deuxième chose, c'est une question d'égalité, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir en général, 80% appartient aux hommes, 20% aux femmes. Et la difficulté, ça va être justement que ces hommes laissent un peu de place pour que les femmes regagnent les pourcentages qu'il manque. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Parce que même quand vous mettez à la gouvernance des personnalités impliquées, vous avez parfois des femmes qui n'ont pas la sororité nécessaire pour faire avancer le système. Alors ça, c'est vraiment dommage, parce que si peu de femmes dans le sport, si en plus elles ne sont pas sorores, on va avoir du mal. C'est un constat que nous faisons, hélas. Alors, est-ce que le sport est un microcosme particulier parce que la compétition est un ingrédient qui fait qu'on se bat et on essaie toujours d'être en avant? C'est possible. En tous les cas, c'est un constat et c'est regrettable. On a des hommes qui nous aident beaucoup dans nos combats. Ils sont rares. Vous avez cité Greg Quelin tout à l'heure, qui a fait un remarquable travail. La Fondation Alice Milla. Exactement. C'est donc nécessaire qu'on ait aussi ces hommes à nos côtés. Alors il y a quand même... le sport, ça ne fonctionne pas comme les autres secteurs. C'est des délégataires, je l'ai dit. Il y a des commissions d'enquête internes. Donc c'est vrai qu'aller juger ses propres pairs, c'est quand même pas très facile. Donc il y a des règles spécifiques, une culture de l'entre-soi. Il faut bien le reconnaître. Et une justice donc qui se règle parfois en interne. Est-ce que cette organisation particulière et ce droit spécifique du sport, il y a bien un droit spécifique du sport, ont pu favoriser le silence plutôt que la protection des victimes? Mais complètement, déjà le silence de la part de la victime. Parce que le sport, c'est de compétition, j'entends, c'est ça qui est important, ça concerne pas le sport de loisir. Eh bien, quand on est en compétition pour essayer de gagner sa place en équipe de France, on va serrer les dents. On va prendre des coups sur le terrain, mais on va prendre des coups autre part. Et on n'a pas envie de montrer nos faiblesses. Donc, première raison de l'omerta des sportives elles-mêmes, c'est ça. Je ne m'autorise pas à parler parce que j'ai peur de ne pas pouvoir être sélectionnée. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un véritable entre-soi avec une gouvernance masculine qui renforce cette omerta complètement. Ça, c'est évident. Et quand vous êtes lanceur d'alerte, c'est très compliqué en général. Vous devenez vraiment une cible
importante. C'est incroyable parce qu'on avait le sentiment que ça existait vraiment dans les métiers des médias, de la culture, du cinéma. Et là, depuis quelque temps, on découvre que ça existe aussi réellement dans le milieu du sport. Et dans ce milieu du sport, on a souvent présenté les violences comme des dérives individuelles, ce que contredit complètement les chiffres de signalement de la cellule sport. Alors, si les violences ne sont pas des accidents, on va se demander qui porte aujourd'hui la responsabilité politique de ces défaillances et qui peut réellement changer les choses. On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes de retour dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous parlons de sport, de violence, de responsabilité avec Catherine Adouce, ex-coprésidente de la commission parité du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, qui a produit le rapport sur la place des femmes dans l'encadrement sportif, et Patricia Costantini, coprésidente de l'association Égal Sport. Alors, Catherine, juste avant la pause, on se disait que dans le sport, on pouvait parler de dérives individuelles. Est-ce qu'il faut assumer que les violences sont produites par le système lui-même ? Je dirais que le système du sport, qui est très patriarcal, avec une prédominance aussi masculine par un nombre d'hommes, quand je donnais le nombre de 13% seulement de femmes entraîneurs, fait que ça crée un système. Et évidemment, la violence, elle part d'un individu. Mais je dois reconnaître, et c'est d'ailleurs ce qui est reconnu aussi par les décideurs, c'est qu'il y a un système qui va faciliter finalement cette omerta dont parlait Patricia, qui va faciliter la difficulté pour les victimes de prendre la parole, de par aussi cette question de la performance. Je crois qu'il y a un certain nombre de données que nous ne retrouvons pas peut-être dans d'autres secteurs, dans un système aussi où les responsabilités sont diluées. Je m'entends, c'est un système d'une complexité assez extrême, avec, c'est vrai, à la tête les ministères qui va donner des subventions aux délégations, qui vont obtenir donc leurs délégations et qui après doivent déléguer auprès des clubs, et à la fin on se retrouve avec des milliers de personnes qui vont travailler finalement et qui vont organiser les compétitions sportives, etc. Beaucoup de bénévoles. Là aussi, c'est un point, c'est comment arriver à former et comment arriver à mettre en place tout un système finalement de formation, d'éducation, mais surtout de contrôle pour que des violences ne se mettent pas en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le voile se déchire, mais il y a une responsabilité très forte, je dirais, des autorités, qu'elles soient au niveau national, au niveau régional, pour faire en sorte que ces violences cessent. Or, on sait qu'elles sont encore très présentes. Oui, on doit dire quand même que depuis que la cellule sport a été créée, il y a eu 3,8 millions, près de 4 millions de contrôles, notamment sur les certificats d'honorabilité. Donc là, on a quand même fait un progrès, il faut le signaler. Patricia, vous avez souvent alerté sur l'exigence sportive et l'autoritarisme, parce qu'on a tendance à penser que c'est la même chose, alors que pas du tout. On peut avoir une exigence sportive sans provoquer de violence. Alors, est-ce que cette culture de la performance, évidemment, c'est un terrain favorable aux violences psychologiques et à l'emprise ? Oui, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès l'instant où il faut arriver au sommet, on accepte énormément de choses. Le problème, c'est que, comme le disait Catherine, dans les structures sportives, dans les fédérations que je connais bien, on manque de courage terriblement. Au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a des commissions qui sont chargées de travailler sur la question. Après, il faudrait que les affaires remontent, soient examinées, plutôt que de dire on va laver notre linge sale en famille, ce que j'ai souvent entendu dans plusieurs fédérations. Faire sortir le problème, traiter le problème et informer toute la communauté du problème. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une personne qui est identifiée et puis on la met tranquillement de côté, on lui donne une autre mission et cette personne, elle continue à agir. Oui, elle change de club même. Absolument, elle peut changer de région. Elle peut changer de région. Alors moi, j'ai envie de vous demander, Patricia, et Catherine d'ailleurs, comment est-ce qu'on prépare une nouvelle génération de dirigeantes et de dirigeantes capables de s'imposer dans ce système verrouillé ? Comment est-ce qu'on fait ? On fait qu'on apprend à déjà à connaître absolument toute la systémique et comment ça se passe. Parce que bien souvent, en fait, on a des gens qui ignorent le processus, qui ignorent comment ça naît, comment ça se développe, et qui, en fait, sont tout au sommet et vous disent « mais j'ai rien vu venir, je ne me sens pas responsable, je ne savais pas ». Donc, quand on est responsable au plus haut niveau, on doit savoir exactement à toutes les strates, quelles sont les responsabilités des secteurs et mettre en place ces commissions et choisir des gens qui sont en capacité de parler vrai.
Parce que souvent, on a aussi des présidents de commission qui enterrent les affaires. Ça aussi, je l'ai vu assez souvent dans des fédérations. À tel point que des collègues femmes qui faisaient partie de ces commissions démissionnent au bout d'un moment en disant « c'est plus possible, la parole ne circule pas ». Et Catherine, est-ce que la dimension humaine et psychologique, écouter, se situer, comprendre d'abord son propre rapport au pouvoir, quand on est un haut dirigeant, est indispensable pour pouvoir transformer durablement son exercice du pouvoir ? Oui, c'est toujours indispensable, et je pense que justement le fait qu'il y ait des femmes au sein de ces instances de pouvoir est absolument essentiel. Et je pense que même des femmes qui sont, je dirais peut-être moins solidaires, mais en fait leur présence est importante. C'est pourquoi il y a d'ailleurs une formation qui a été lancée l'an dernier pour arriver justement à cette parité dans les conseils d'administration des fédérations. Il y a une formation de 300 femmes dirigeantes et maintenant qui cascade en fait dans un certain nombre de régions. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on les forme certes au pouvoir, on les forme à la prise de parole, à la façon de comment gérer un conseil d'administration, comment s'imposer. Il y a une étude très intéressante dans un livre de Béatrice Barbus qui expliquait combien, en fait, le temps de parole des femmes était complètement réduit. Alors, on le voit dans d'autres secteurs, mais là, dans le sport, même quand elles sont plus nombreuses dans une instance, en fait, leur temps de parole est tout à fait réduit. Donc, tout ceci fait qu'il faut absolument qu'elles aient une formation à la fois de leadership, parce que là, on est vraiment sur les enjeux de pouvoir, et peut-être avec un pouvoir qui est encore plus, je dirais, solide et entre les mains des hommes, plus que dans d'autres secteurs. Alors Patricia, si on parle de formation, vous avez créé une formation en ligne, une formation qui est gratuite, qui s'intitule « Égalité en mouvement, lutter contre les stéréotypes sexués par le sport ». Alors, elle est destinée à qui, cette formation ? Et est-ce qu'elle concerne aussi la formation et la supervision des cadres ? Au départ, on l'a destinée vraiment au cadre technique, parce qu'on se rendait compte que la connaissance ou la non-connaissance du mécanisme des stéréotypes sexués était une vraie constante dans ce microcosme des cadres techniques. Et puis on s'est rendu compte en mettant en place cette formation, on a 40 experts qui ont contribué, dont Catherine d'ailleurs qui fait une remarquable conclusion. On s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on expliquait allait concerner presque la société en général. Les parents. On explique ce que sont ces stéréotypes sexués, comment ils naissent, et surtout, l'originalité de ce MOOC, c'est qu'on s'appuie sur le développement moteur. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement moteur ? Le développement moteur, c'est tout ce qui touche au développement moteur du petit garçon, de la petite fille, et qui ensuite se traduit dans plein d'activités, l'éducation physique, le sport, tout ce que vous faites de manière librement consentie dans la rue, etc. Voilà. Et on part du principe que si on met les individus dans des cases. La petite fille ne doit pas trop salir, ne doit pas crier trop fort, ne doit pas courir, ne doit pas sauter de trop, elle va se faire mal. Il y a un test sur le plan incliné qui est remarquablement parlant avec des parents qui, avec des petites filles, vont limiter la petite fille sur le plan incliné. Alors que pour le garçon, on va monter le plan incliné, quitte à ce qu'il se casse la figure. Et les parents sont tout à fait d'accord. Donc vous voyez, on met très tôt ces enfants dans des cases. Les garçons ayant toutes les permissions. Et on part du principe que si on construit une motricité, alors à l'aide de personnes formées, sensibilisées aux stéréotypes, égalitaires, on va construire une société plus égalitaire. La petite fille, elle va avoir confiance en elle. Vous savez, nous, on est des sportives. Je peux vous dire que les sportives, elles ont confiance en elles. On prend notre place dans la société, ce que des femmes qui n'ont pas eu l'habitude de se construire comme ça n'osent pas faire. Voilà. Et en même temps, les hommes, les garçons, les petits garçons vont apprendre à évoluer en mixité, respecter l'autre et être collaboratifs. Alors justement, sur la mixité et l'égalité, Catherine, on parle beaucoup d'égalité de performance entre les femmes et les hommes dans le sport, mais franchement, honnêtement, quand on regarde les moyens, les budgets attribués, les salaires restent profondément inégaux. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas conditionner une partie des financements publics à une réelle équité des moyens ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des recommandations, je dirais phares d'ailleurs, du Haut Conseil de l'égalité, l'égaconditionnalité. Donc déjà, au niveau des subventions publiques, que toute subvention publique soit évidemment conditionnée à des plans de féminisation. Il faut savoir que le ministère a mis en place des plans de féminisation et contrôle en fait l'exécution de ces plans de féminisation. Il y a aussi des initiatives intéressantes au-delà des pouvoirs publics, des entreprises. Il y a une initiative qui a été lancée par Engie avec le support de l'association Rebond et Angélique Cauchy, qui conditionne en fait
les contrats de sponsoring à des formations contre les violences sexuelles et sexistes. Donc en fait, nous avons fait toute une série de recommandations. Le budget sensible au genre. Alors il faut savoir que c'est quand même appliqué. Il faut avoir un côté positif aussi. Il y a beaucoup à faire, mais il y a de nombreuses collectivités locales, des villes. Nous avions auditionné la ville de Strasbourg, il y a la ville de Lyon qui a mis en place le budget sensible aux genre et qui permet en fait chaque fois qu'il y a un investissement sportif de faire en sorte que ça puisse s'adresser aux femmes. Donc il est clair qu'après, évidemment, on a une politique forte, mais il faut qu'il y ait les budgets qui soient donc associés. Nous avions demandé qu'il y ait 20% par exemple du budget du ministère du Sport qui soit vraiment dirigé vers l'encadrement sportif. Parce qu'à nouveau, ce rapport, il est sur l'encadrement sportif qui est vraiment l'angle mort, en fait. Je dirais, évidemment, il y a toute une série d'autres programmes, mais là, si on ne prend pas les devants et si on n'agit pas, on va se retrouver encore au prochain jeu et espérons qu'en 2030, il y aura un peu plus que 13% dans les encadrements. Alors, on va l'espérer et nous arrivons un peu au terme de cette conversation. Moi, en quelques mots, j'aimerais vous demander à chacune d'entre vous si vous deviez donner un mot ou une phrase pour que les femmes acceptent de s'engager et aient envie de s'engager ou de diriger le monde du sport, que diriez-vous ? Moi, on m'a dit un jour, Mesdames, osez, c'est Marie-Georges Buffet qui m'a dit ça, j'ai postulé pour être DTN de la Fédération de triathlon. J'ai redit ce message à une collègue qui est devenue DTN de la Fédération de hockey sur glace. DTN pour nos auditeurs ? Directrice technique nationale. Alors je dirais, Mesdames, osez, mais entourez-vous de personnes qui ont confiance en vous. Et vous, Catherine ? Moi, je dirais que finalement, le sport, nous voulons être une nation sportive. Les valeurs du sport parlent à tout le monde. Les valeurs d'équité, les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité. Et finalement, faire partie, je dirais, de ce système. Et ce qu'il faut, c'est revoir un peu le narratif autour du sport et faire en sorte que le sport ne soit pas simplement le sport en l'écran avec, disons, les supporters des matchs de foot et des matchs de rugby, mais que ça soit surtout vraiment un lieu à la fois d'épanouissement pour les hommes et les femmes, mais peut-être en particulier pour les filles. Et il faut les encourager en fait à choisir ces métiers qui peuvent être très épanouissants. Alors merci beaucoup, merci Catherine, merci Patricia. Rendre le sport plus sûr, ça devrait être une évidence pour tous et toutes. Merci d'avoir été avec nous dans la force de l'engagement. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h sur Sud Radio. Retrouvez-nous sur sudradio.fr. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie. Et je vous laisse tout de suite avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.